Je suis Chen Pei, j'ai été pendant 10 ans le chef du service des langues et littératures orientales et actuellement je suis directeur du projet Pôle de conservation Amiens de la BNF. Aujourd'hui, je vais essayer de résumer en quelques mots le développement de la sinologie en Europe, c'est-à-dire les études sur la Chine, les études classiques mais aussi de la littérature. En Europe, le premier récit de voyage en Chine par écrit a été rapporté par Marco Polo à la fin du XIIIe siècle. Plus de 2 siècles après ce récit, l'Europe redécouvre la civilisation chinoise au XVIe siècle avec l'arrivée des premiers missionnaires. Le plus célèbre parmi eux est incontestablement l'italien Matteo Ricci, qui est considéré comme le père fondateur de l'Église chinoise et de la sinologie occidentale. Bien que leur mission soit d'évangéliser l'Empire du Milieu, les missionnaires, et notamment les pères jésuites, jouent un rôle important dans la diffusion de la science occidentale en Chine. D'ailleurs, c'est en tant que savants qu'ils sont admis et appréciés par la haute société chinoise pour leurs connaissances en mathématiques, en astronomie, en cartographie ou encore en médecine. Certains ont même occupé des fonctions très importantes à la cour impériale, comme l'allemand Charles von Bell ou le flamand Ferdinand Verbiste. Tous les deux ont été nommés par l'empereur président du tribunal d'astronomie. Dans les échanges culturels entre l'Europe et la Chine, la France est un cas particulier parce que très tôt, dès Louis XIV et Colbert, la France a compris qu'elle n'a pas uniquement une leçon à donner. Ce n'est pas un pays uniquement émetteur d'enseignements religieux ou scientifiques. La France a aussi des choses à apprendre de la Chine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Louis XIV était très clair dès le début. Il voulait charger ses missionnaires d'une mission scientifique et pas uniquement de l'apostolat religieux. C'est cet échange entre les missionnaires et puis les spécialistes, sinologues français et les lettrés chinois qui a fait naître une véritable science. La sinologie est née de là. Ce n'est pas un hasard si la première chaire académique en sinologie est créée au Collège de France dès 1814. La France a institutionnalisé les études chinoises bien avant les autres pays européens. La sinologie est dorénavant dissociée des missions apostoliques, est devenue une discipline de recherche. En France, elle doit son essor à toute une lignée d'éminents spécialistes jusqu'à Édouard Chavannes et ses élèves qui font entrer la sinologie dans son ère moderne au début du XXe siècle. Parallèlement à cette longue gestation de la sinologie, les relations rapportées par les missionnaires sur la Chine suscitent en Europe une curiosité, voire un engouement pour cette civilisation à la fois lointaine et profondément différente tant sur le plan religieux que philosophique, moral ou voire artistique. Louis XIV lui-même n'a pas hésité à demander à ses missionnaires d'accomplir des recherches des plus curieux livres chinois. L'immense succès de la pièce de théâtre L'orphelin de la Chine, que Voltaire a très librement adapté d'un opéra chinois, emporte un autre témoignage. Ainsi, petit à petit, se développe un attrait pour l'esthétique chinoise dans des domaines très variés. Peinture, porcelaine, jardin ou encore pour des objets de la vie quotidienne comme le mobilier, le papier peint par exemple. Cette vogue appelée la chinoiserie à l'époque dépasse donc la sphère des études purement sinologiques. À la BNF, à partir de la fin du XVIIe siècle, les collections chinoises s'enrichissent régulièrement
soit par des acquisitions réalisées en Chine même, soit grâce aux achats ou dons de collections privées ou institutionnelles. Ainsi, les collections chinoises, dont nous exposons ici une petite sélection, portent un témoignage riche et fidèle de cette longue histoire des échanges culturels entre la France et la Chine.